Par bien des aspects, Baudelaire est un poète inclassable. On a pu l'appeler le dernier des romantiques, le premier des modernes, ce qui montre bien qu'il se trouve à la croisée des chemins entre diverses influences dans la littérature du XIXe siècle. Certes, on retrouve dans sa poésie de nombreux éléments issus de ces influences, par exemple le romantisme ou le Parnasse. Mais il a créé aussi quelque chose de totalement inédit à son époque. C'est surtout l'esthétique qu'il a mise en place qui a surpris. C'est une esthétique basée sur le contraste, entre le spleen et l'idéal, entre l'amour et la mort, le beau et l'horrible, qui s'entremêlent dans ses poèmes. Baudelaire a créé quelque chose qui n'avait pas encore été fait avant et qui a surpris et qui a choqué. C'est la raison pour laquelle, en 1857, après la publication des Fleurs du Mal, Baudelaire a été soumis à un procès. Les chefs d'accusation invoqués contre lui étaient l'outrage aux bonnes mœurs et l'offense à la morale religieuse. Seul le premier de ces deux chefs d'accusation a été retenu lors du verdict, mais Baudelaire a tout de même été condamné à verser une amende et à supprimer certains de ses poèmes, ce qui a été difficile à vivre pour lui, car Les Fleurs du Mal étaient le travail de toute une vie. Ce qui a été troublant dans sa poésie, ce qui a été cité lors du procès, c'était notamment le fait que Baudelaire représentait le mal sans chercher à le dénoncer. Et ça, pour l'époque, c'était difficile à comprendre. Le poème que nous avons ici est une illustration éclatante de cette idée de représenter le mal. Il s'agit d'une charogne, un texte tiré de la première section du recueil, Spleen idéal. Le sujet est totalement déroutant, il s'agit d'un corps en décomposition. Baudelaire va en faire un traitement qui sera encore plus inattendu. Ce qui fait de ce corps en décomposition, cette charogne, un objet poétique absolument inoubliable dans l'histoire de la littérature. Ici, je devrais vous lire le poème, mais je vais vous mettre un lien dans la description de quelqu'un qui le lit bien mieux que ce que je pourrais faire, je pense. La problématique que nous allons retenir pour l'étude de ce poème est la suivante. En quoi Baudelaire réalise-t-il ici une alchimie poétique, tout en réaffirmant le pouvoir de l'art? Le texte se compose de plusieurs mouvements. Tout d'abord, les strophes 1 à 5 sont le récit d'un souvenir, le souvenir d'une vision répugnante. Donc il s'agit de la description de la charogne. Par la suite, les strophes 6 à 8 marquent un changement de regard sur cette charogne et une perspective plus artistique. Ensuite, la strophe 9 marque une sorte de parenthèse et un retour au prosaïsme. Et pour finir, les strophes 10 à 12 réaffirment le pouvoir suprême de la poésie sur la mort. La première question qui se pose à la lecture de ce poème, c'est celle de l'énonciation. À qui Baudelaire s'adresse-t-il dans le vers 1 quand il dit « Rappelez-vous » ? Le seul indice dont on dispose pour le moment, c'est à la fin du vers 1, « Mon âme ». Donc deux possibilités. Soit Baudelaire s'adresse réellement à son âme, ce qui est possible puisqu'il l'a fait dans bien d'autres poèmes, soit il s'adresse à l'être aimé, et il l'entraîne dans une sorte de promenade poétique. Bon, voyons la suite. La deuxième chose qui est faite dans cette première strophe, c'est d'installer un cadre spatio-temporel. Beau matin d'été si doux. Bon, simplement, ce cadre spatio-temporel comporte une rupture. Cette rupture, c'est bien sûr l'apparition de la charogne, au détour d'un sentier, une charogne infâme au vers 3, qui marque tout de suite un contraste avec la douceur de ce matin évoqué juste avant, contraste renforcé par la présence du lit semé de cailloux au vers 4, donc les cailloux qui viennent s'opposer bien sûr à la douceur, qu'on peut imaginer pointue. Donc cette description commence par cette rupture, et on va en voir bien d'autres dans la suite de cette description. Dans la deuxième strophe, ce qui va tout de suite émerger, c'est l'idée d'une vision d'horreur. Cette charogne est vraiment montrée comme quelque chose de très surprenant et d'horrible. On va retrouver dans cette première description des motifs chers à Baudelaire. Tout d'abord, la comparaison au vers 5 comme une femme lubrique, qui rappelle l'idée de la sexualité, très importante chez Baudelaire, la présence de la femme bien sûr. Au vers 6, on pourrait citer le motif du poison, qui est un motif récurrent, là encore, dans les Fleurs du Mal. Et on voit tout de suite que Baudelaire fait appel à notre vue, tout d'abord dans la description, mais aussi à notre odorat, en parlant de ces poisons. Donc on peut imaginer une sorte de substance toxique qui nous atteindrait, mais aussi des exhalaisons, au vers numéro 8. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que tout de suite, le regard qu'il pose sur cette charogne n'est pas neutre. Il ne la représente pas comme un simple objet inanimé, parce que il utilise le verbe, alors le verbe ouvrait ici, le sujet c'est bien la charogne, hein, une charogne infâme, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Donc tout de suite, il lui donne une sorte d'intention, comme si la charogne faisait exprès d'être choquante. Et cette idée
la charogne qui est censée être une chose morte, mais qui a pourtant un aspect un peu vivant chez Baudelaire, eh bien ça va se poursuivre dans la suite. Alors, au vers 9, nous avons une antithèse. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, donc une antithèse entre l'idée de lumière et l'idée de la pourriture qui rappelle à la mort et donc l'obscurité. On a au vers 10 une comparaison qui est assez... qui met très mal à l'aise puisque la charogne est est comparée à de la nourriture cuite à point par le soleil. Donc c'est tout de suite quelque chose de répugnant qui fait vraiment appel à, oui, à l'horreur. Et les vers 11 et 12, on trouve une forme d'ironie dans ces vers 11 et 12, puisque Baudelaire évoque la grande nature, donc le cycle de la vie, l'idée que ce qui est né va mourir un jour et que cela va constituer un cycle sans fin. Donc c'est une idée qui est chère aux romantiques, une idée qui est vue comme quelque chose de très noble, le cycle éternel de la vie. Mais ici, Baudelaire instaure une ironie là-dedans parce que, tout simplement, ce grand cycle noble des choses qui meurent et qui reviennent à la vie petit à petit, etc., eh bien là, il parle d'une chose morte qu'il décrit de façon très crue, donc il y a de l'ironie. La grande nature veut-elle vraiment que la charogne lui rende tout ce qu'elle lui a donné de cette façon-là? Voilà, c'est compliqué. Ensuite, au vers 13, nous avons une oxymore, la carcasse superbe. Belle oxymore qui montre bien cette opposition entre la réalité concrète de la carcasse, du cadavre, et le regard que le poète nous invite à peut-être à porter dessus, donc l'idée de superbe, donc aussi une idée de fierté, parce que superbe peut avoir ce sens-là. Donc là encore, une intention qui est donnée à cette chose morte. Comme une fleur s'épanouir, à nouveau une comparaison qui renvoie à la nature et qui est, là encore, même si c'est le cas tout le temps, qui est choquante pour parler d'une chose morte. Les vers 15 et 16 constituent à la fois un rappel de la réalité concrète de la charogne avec sa puanteur, et un rappel aussi de l'énonciation puisque le vous employé au vers 1 réapparaît ici, et nous met plutôt sur la piste d'une présence réelle, et non, Baudelaire s'adresse à quelqu'un de réel et non pas à lui-même, parce que sinon, comment ça, son âme aurait failli s'évanouir, ça n'aurait pas de sens. Donc Baudelaire s'adresse bien à une personne aimée qui a fait cette promenade avec lui, a priori. Ensuite, la strophe numéro 5, eh bien, elle installe, c'est la dernière strophe du premier mouvement, et elle installe une idée de dans ce cadavre, dans cette chose morte, il y a de la vie. On constate la présence de mouches et de larves, donc des êtres vivants qui viennent sur ce cadavre pour se nourrir, pour pondre, bref, pour ce genre de choses, et qui vont en tirer une forme de vie. Et puis on constate aussi la présence d'un vocabulaire très, comment dire, très actif, un mouvement, bourdonnait, sortait de noirs bataillons qui coulaient. Donc tout cela est en mouvement, tout cela est actif. Donc même cette chose morte n'est pas tout à fait inerte. C'est ce que Baudelaire cherche à faire comprendre avec cette description. Et c'est une idée qui va se poursuivre dans le deuxième mouvement. À ce moment-là commence le deuxième mouvement, qui tout de suite fait émerger l'idée de mouvement, justement, de mouvement dans la charogne, avec les verbes de mouvement descendait, montait, s'élançait, vivait, et l'adjectif enflait, qui montre que, bien que morte, la charogne n'est pas inerte, c'est-à-dire qu'il y a autre chose qui se passe, alors même que ça aurait pu être un objet immobile, quelque chose se passe. Et ça va créer chez le poète quelque chose d'assez étrange. Les strophes 7 et 8 sont un peu énigmatiques, mais on va s'y intéresser. Tout d'abord, en vers, je vous ai mis le champ lexical qui renvoie à l'art, et plus spécifiquement à deux formes d'art, la musique et la peinture. Il semble qu'ici, le regard du poète dépasse la simple charogne, dépasse la réalité de ce cadavre en putréfaction, pour aller totalement ailleurs. Tout d'abord, la charogne est comparée à des choses, ici au vers 26, l'eau courante et le vent, donc des éléments qui appartiennent à la nature, et au vers 26-27, plutôt à des éléments qui font partie de l'activité humaine, le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Ce qui fait qu'en fait, ce sont des choses simples qui n'ont rien d'horrible. Donc le regard du poète transcende la charogne, en fait totalement autre chose, l'associe à des éléments qui n'ont rien à voir. Donc, ces deux strophes énigmatiques, finalement, peut-être décrivent l'apparition de l'inspiration chez le poète, dont le regard ne s'attarde pas juste sur ce qui est devant lui, mais sur ce que la charogne pourrait devenir, c'est-à-dire une œuvre d'art, une musique, une forme sur une toile. La parenthèse du troisième mouvement marque un retour au prosaïsme,
avec la mention de cette chienne qui était occupée à dévorer le cadavre. Il y a donc un rappel de cette réalité crue du cadavre, la charogne, qui sert de nourriture. Donc on s'éloigne vraiment de la perspective artistique qui avait lieu dans le mouvement précédent. Et cela rappelle un petit peu l'ironie dont je parlais tout à l'heure, du cycle de la vie, qui était quelque chose de très noble pour les romantiques, mais qui ici en fait se résume à un chien qui dévore un cadavre répugnant, et donc qui n'a plus rien de noble. Ensuite, le mouvement 4 commence par une rupture très importante, à la fois au niveau de la ponctuation, parce que Baudelaire utilise le tiret au vers numéro 37, et aussi par l'usage de pourtant. Ici, on sent que le discours, qui précédait cette conclusion va prendre tout son sens. Finalement, ce souvenir, cette description répugnante, puis artistique, était peut-être un prétexte à transmettre une leçon et un message important pour Baudelaire. Tout d'abord, on peut dire qu'il y a beaucoup moins de doutes sur l'identité du vous, puisque au vers 39-40, Baudelaire appelle cette personne étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Donc il s'agit de l'être aimé, a priori. Et il y a tout de suite un contraste entre l'amour et la mort. Baudelaire fait rimer infection au vers 38 avec passion au vers 40. Très surprenant, toujours vraiment dans le contraste. Et il y a surtout un choc très important dans ce qu'il dit au vers 37, vous serez semblable à cette ordure. Donc l'être aimé et la charogne sont mis en parallèle, sont comparés l'un à l'autre et associés. Ce que Baudelaire est en train de dire, c'est qu'ils n'ont rien de différent. La seule chose qui les différencie, c'est le temps. Vous serez semblable à cette ordure au futur, vous ne l'êtes pas encore parce que vous êtes en vie, contrairement à cette charogne. Donc c'est totalement surprenant comme chose à dire à quelqu'un qu'on aime. Et ça va continuer après, puisque à la strophe numéro 11, Baudelaire insiste sur cette idée à nouveau avec ce oui, exclamation, au vers 41, tel vous serez après les derniers sacrements. Donc là, Baudelaire évoque la mort, mais cette fois-ci du point de vue humain. Les derniers sacrements évoquent les cérémonies religieuses, sous l'herbe évoque donc l'enterrement, etc. Et donc cette mort humaine qu'il évoque avec ses façons de parler un petit peu, comment dire, un peu nuancées, sans prononcer le mot mort, elles sont totalement contredites par le vers 44, moisir parmi les ossements, qui rappelle que on peut entourer ça de toutes les cérémonies qu'on veut, on peut se mettre dans des beaux cercueils bien fermés. Finalement, ça se résume à moisir parmi les ossements, donc comme la charogne. Et pourquoi Baudelaire compare cette femme aimée, cette personne aimée avec qui il s'est promené et qu'il a vu la charogne, à ce cadavre en putréfaction? Ça rappelle, c'est assez étrange, ça rappelle le motif du memento mori, c'est-à-dire cette idée de rappelle-toi que tu vas mourir, et aussi peut-être la vanité, un genre pictural qui consistait à représenter des objets inanimés pour se rappeler que la vie est courte et qu'il y a des choses plus importantes que eh bien, la vanité, justement. Donc finalement, que veut faire Baudelaire avec cette charogne? Eh bien, on le découvre seulement à la toute fin, à la strophe 12. Dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Alors là-dedans, on note tout d'abord un jeu de mots sur le verbe manger, qui vous mangera de baisers. Manger de baisers, ça peut être une expression, comment dire, d'une passion amoureuse, physique, mais ici c'est concret, c'est en fait réellement les vers et les mouches qui viendront manger le cadavre. Donc c'est là encore une comparaison très déstabilisante, enfin, qui met extrêmement mal à l'aise. Il y a cette idée de garder. J'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Donc comme si Baudelaire finalement avait le pouvoir de conserver quelque chose au-delà de la mort. Conserver quelque chose de quelqu'un, même une fois qu'il sera mort. Qu'est-ce qui lui donne ce pouvoir-là? Eh bien, c'est tout simplement la poésie. A priori, le pouvoir de l'art, c'est justement ça. De poser sur les choses un regard qui les dépasse, un regard qui dépasse la vie et qui dépasse la mort. Et ce projet-là, Baudelaire l'a réussi, c'est-à-dire qu'il prouve avec ce poème que la poésie rend les choses immortelles, tout simplement parce que cette charogne, qui était juste un cadavre insignifiant au détour d'un chemin, qui aurait pu être oublié comme des centaines d'autres cadavres, des milliers d'autres cadavres, eh bien Baudelaire en a fait quelque chose d'absolument inoubliable, un monument de la poésie. Donc il a réussi, et il a bien prouvé ce qu'il voulait dire. Seule la poésie, seul l'art, permet de sauvegarder quelque chose au-delà de la mort. C'est ce qu'il est en train de dire dans ce poème. Et donc finalement, si on veut conclure par rapport à l'alchimie poétique qu'il est en train de créer, eh bien
Cette chose morte, il la rend vivante et il la rend éternelle, il la fait sortir du temps.